Le son. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, souci technique. Comment est-ce qu'on fait ça? On a besoin de se voir, logiquement. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le CK dans le cadre donc, de notre programme de travail soutenu par l'ARS. Donc, pour vous exposer les principes de cette nouvelle campagne que nous vous proposons avec Ahmed, voilà, ici présent, à mes côtés. Donc, campagne qui s'intitule « Évaluer la bientraitance en établissement sanitaire, au domicile et en EHPAD » grâce à donc, cette campagne qui s'intitule « Regard croisé des professionnels de santé et des patients et résidents donc, en lien avec la bientraitance ». Donc, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Nous allons parler donc du contexte de la campagne. Donc, au final, pourquoi est-ce qu'on va vous parler bientraitance aujourd'hui et l'évaluation de la bientraitance? Nous allons vous parler également des modalités de déploiement de la campagne, et des modalités d'accompagnement en région. Je vérifie que tout va bien. J'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez, je pense. Attends, on m'adresse un message. Là. Ah, il n'y a pas le PowerPoint. Ah, alors, donc. Pas trop des. Il n'y a pas le PowerPoint. Le PowerPoint ne s'affiche pas. Ah bon? Alors. Est-ce que tu n'as pas partagé l'écran, simplement? Peut-être, ouais, pas simplement. Donc, on y va. Alors, ici. Voilà, ça y est, on y va. Là. On partage le PowerPoint. Pour nous, et oui, non, mais voilà, on y arrive. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Ouais, non, mais on va y arriver. Hop là, on y va. On est là-dessus. Dire-le, ça va. J'essaye. Là, à droite. Petit problème technique. Ah, voilà. Ah, attendez, on va y arriver. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. On va y arriver. Vous savez, voilà, ça y est. Et comme ça devrait le faire. Sauf qu'il y a ça. Ah, mais c'est insupportable ce truc. Alors, pourquoi donc? On va y arriver. Peut-être ou pas. On va sur tous et puis essaye de changer. Et là, voilà, on disparaît. Voilà, on va y arriver. Petit problème technique. Va sur tous et essaye de changer la présentation. Je sais. On va y arriver. C'est les petits soucis du direct, comme on dit. Voilà. Allez, ça y est, on y arrive. On y arrive ou pas. J'ose pas, voilà. Super. Ça y est, on y arrive. Super, désolé, voilà, les soucis du direct. Très bien. Alors, du coup, on en était à quelques mots d'introduction. Voilà, je vous disais, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la bientraitance? Ça apparaît un peu comme une évidence, j'ai envie de dire, puisque la bientraitance apparaît comme étant une pratique au cœur même des pratiques et de l'accompagnement. C'est un nécessaire, indispensable, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, c'est un incontournable. Voilà, je cherchais le mot. Je pense que tu es d'accord avec moi. Un incontournable qui doit être, auquel on doit veiller, voilà, au quotidien, lors de tout accompagnement, de tout soin, auprès des patients et des résidents que vous accompagnez au quotidien. Pourquoi des regards croisés? Je vous ai dit juste avant qu'il s'agissait d'une campagne qui s'appelle « Regards croisés sur la bientraitance ». Eh bien, parce que c'est ce croisement des regards, des perceptions de chaque professionnel avec les usagers et avec le management, vous allez voir, c'est dans la méthodologie d'enquête qu'on vous propose, eh bien, c'est une opportunité effectivement d'ouvrir les échanges entre tous ces acteurs dans nos pratiques autour de la bientraitance. Et puis c'est une thématique du programme de travail du CK. Pourquoi? Simplement, ça s'inscrit
en lien avec les attendus de la Haute Autorité de Santé pour le secteur sanitaire, on va y revenir, mais également des attendus de la Haute Autorité de Santé pour le médico-social. Et c'est pour ça que voilà, on vous propose cette campagne aujourd'hui. Et puis pour information, c'est une campagne qui s'inscrit dans une démarche interrégionale puisque d'autres régions ont choisi également de proposer cette campagne à leurs établissements dans leur région. Et c'est le cas de la région Pays de la Loire et de l'Occitanie, par exemple, qui, elles, ont déjà démarré cette campagne. Cette image donc, qui a été élaborée par nos collègues justement de la SRA des Pays de la Loire, Quelle-IRL Santé, doit vous faire penser pour certains à une image que vous connaissez peut-être déjà, c'est la pyramide de Bird. Donc c'est un petit peu la même démarche, à savoir que vous voyez le bas de la pyramide, on vous dit que le socle finalement de nos pratiques tourne autour d'une mobilisation des savoir-être et des savoir-faire pour promouvoir la bientraitance et s'inscrire ainsi dans une pratique vraiment institutionnelle. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait des temps d'analyse de pratique, d'amélioration continue de la qualité. En fait, on discute de ce qu'on fait au quotidien pour toujours s'améliorer et analyser ce qu'on a pu faire et qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Donc ça, c'est vraiment le socle, ça doit être le socle de nos pratiques au quotidien. Lorsque peut-être on ne prend pas ce temps, on n'a pas ce type de démarche dans l'établissement, vous voyez là c'est le pavé bleu, potentiellement, et ça c'est le cas aussi au quotidien, il peut y avoir des situations, des pratiques à risque, des situations latentes qu'on ne prend pas le temps d'analyser, qu'on n'a peut-être pas identifiées. Et là, concrètement, on rentre dans des situations qui peuvent poser problème et qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent engendrer, et ce sont les deux petits morceaux de la pyramide supérieure, dans le moins pire des cas, des événements indésirables associés aux soins ou à l'accompagnement, et dans le pire des cas, des faits graves. Donc, tout cela pour essayer de prévenir ces situations, eh bien, cela peut passer par de l'accompagnement individuel, si possible, si nécessaire, pardon, un rappel des bonnes pratiques, une analyse, encore une fois, de situation en équipe et une réflexion éthique. Si malheureusement on arrivait à une situation d'événement indésirable associé aux soins ou à l'accompagnement qui nécessiterait d'être déclaré, eh bien, pour améliorer la sécurité des personnes accompagnées ou prises en charge, on va s'inscrire dans le cadre d'une déclaration interne qui est nécessaire, encore une fois, pour aller sur le cheminement que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la mise en place d'une analyse des causes et, une fois ceci fait, un retour d'expérience auprès des autres professionnels pour en tirer des enseignements, pour éviter que l'événement ne se reproduise. On s'inscrit toujours dans la même démarche d'amélioration continue des pratiques. Et puis malheureusement, si on arrive à une situation extrêmement grave, enfin sur des faits graves, là aussi, de manière à pouvoir mettre en sécurité les personnes, vous le savez, il y aura un signalement nécessaire aux autorités compétentes et il peut y avoir, bien entendu, une réponse disciplinaire qui peut être apportée si on est face à des situations, à des faits graves. Ça peut être nécessaire. Voilà pour ce petit temps d'introduction rapide. Donc, on va vous parler du contexte de la campagne. Alors, à un niveau tout d'abord national et puis ensuite régional. Alors, au niveau national, hop, un premier document avait été rédigé en 2008 par l'ANESM qui s'intitulait « La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre ». Donc, dans ce document dont vous vous rappelez peut-être, alors j'ai extrait vraiment qu'une petite phrase, on nous dit que la bientraitance, c'est une posture professionnelle, telle qu'une manière d'être, d'agir et de dire, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes et respectueuse de ses choix et de ses refus. Donc, c'était la première approche de cette thématique de la bientraitance en 2008.
En 2012, cette fois-ci, a été rédigé et publié un deuxième guide, cette fois-ci élaboré conjointement par la Haute Autorité de Santé et la FORA, vous savez, la structure nationale qui regroupe toutes les structures régionales d'appui à la qualité et la sécurité des soins. Donc, ce guide-là, qui s'appelle donc le déploiement de la bientraitance, nous dit que la promotion de la bientraitance doit s'inscrire dans une démarche cohérente, transversale à l'établissement et appropriée par chaque professionnel. On continue d'avancer dans le temps. Et là, il y a deux dispositifs qui apparaissent et que vous connaissez très bien. Maintenant, c'est pour le sanitaire, le dispositif, alors, il n'apparaît pas, hein, le dispositif de certification de la HAS, mais je vais vous parler de la version de la certification 2020. Et là, je vous ai mis la petite photo du manuel 2024, bien entendu. Et pour le médico-social, donc la version 2022 actuelle du manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La Haute Autorité de Santé, donc, qui est à l'origine de ces deux dispositifs, nous donne dans ces deux manuels la définition suivante de la bientraitance. Il s'agit d'une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance. Dans ces deux démarches, alors, il y a des critères spécifiques, vous le savez, alors spécifiques avec le mot bientraitance dans le libellé du critère, ou qui est sous-entendu, j'ai envie de dire, dans certains critères. Donc là, je vous ai mis par exemple pour le manuel de certification, donc pour la partie sanitaire, les établissements sanitaires parmi vous donc, qui assistent à ce webinaire. Donc le critère 3.2-04 qui nous dit que l'établissement veille à la bientraitance, mais il y a également d'autres critères, je vous le disais, comme le 1.2-01 qui est un critère impératif, je vous le rappelle, dont le libellé est « le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité ». Donc là, on voit que c'est en lien direct, bien entendu, avec la bientraitance. Ou encore le 3.2-06, qui est là aussi un critère impératif. Et donc le libellé de ce critère, je vous le rappelle, c'est l'établissement lutte contre la maltraitance en son sein. J'ai fait le même exercice pour le manuel d'évaluation de la qualité, donc pour les ESSMS. Et du coup, là, vous en souvenez, la thématique bientraitance, en fait, est retrouvée dans les 3 chapitres du manuel. La personne, les professionnels et l'établissement. Et en fait, j'ai fait un petit exercice, là, une petite dédicace à une de mes collègues hein, qui s'occupe donc du médico-social. J'ai fait le même petit exercice qu'elle fait régulièrement, c'est que j'ai cherché le nombre d'occurrences de ce mot bientraitance dans le manuel et je l'ai quand même retrouvé à 83 reprises. Donc on voit bien, c'est une thématique extrêmement importante, prégnante et à laquelle il faut être vigilant et c'est normal. Et donc pour rappel, l'objectif, j'ai fait des petits focus hein, sur 2 objectifs, le 1.1 qui s'intitule « La personne accompagnée s'exprime sur la bientraitance » et le 3.1, voilà, l'établissement définit et déploie sa stratégie en matière de bientraitance. Vous voyez l'objectif miroir, j'ai envie de dire, par rapport au chapitre 1, donc dans le chapitre 3. Hop, donc ça, c'était pour le contexte national. Au niveau régional, donc même exercice, donc au niveau régional, la promotion de la bientraitance, je vous l'ai dit, s'inscrit vraiment dans notre programme de travail et ça s'illustre. Alors, programme de travail, promouvoir la bientraitance, on vous a mis un petit astérix qui renvoie donc en bas de page aux états généraux des maltraitances là, qui viennent de publier le rapport de la concertation le 3 octobre 2023. Donc, on est vraiment, je vous ai mis le lien, vous le trouverez donc sur le support qui est déjà à votre disposition sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Donc, non, sur notre site, c'est le webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube dans la journée après ce webinaire. Donc, on a déjà, parce qu'on a déjà à l'esprit, bien entendu, cette thématique, on ne commence pas simplement aujourd'hui à s'en préoccuper, ça a déjà été abordé dans plusieurs de nos actions que nous avons menées au CK, dans des formations.
par exemple, par rapport à l'appropriation des outils et des méthodologies et de la Haute Autorité de Santé, à la fois sur le sanitaire mais le médico-social. Je suis sûre que pour certains d'entre vous, vous retrouvez des thématiques de formation auxquelles vous avez peut-être déjà assisté. Nos comptoirs thématiques, il y a eu par exemple en 2023 un comptoir sur le premier semestre autour du questionnement éthique, automatiquement en lien avait été abordé la bientraitance. Et il y a eu par exemple le comptoir d'hier également sur la QVT où automatiquement, là aussi, on parle de bientraitance. Il y a des ateliers également qui vont être déployés. On en reparlera à la fin de cette présentation autour donc, de la bientraitance. 2 ateliers qui vous seront proposés donc, sur la fin de cette année et puis d'autres sur 2024. Et puis voilà, à travers les actions de notre programme de travail 2024, il y aura automatiquement des actions en lien qui vont être organisées. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que, bien entendu, vous pouvez poser des questions. On s'est lancé tête baissée sur ce webinaire, mais j'aurais dû vous dire effectivement qu'évidemment, ce webinaire est enregistré. Évidemment, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du CK. Qu'évidemment, donc, le support sera téléchargeable sur le site du CK. Et qu'évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet « Questions ». Qui est à votre disposition et on va tâcher d'y répondre au fur et à mesure de la présentation ou en fin de présentation. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas. Désolée, j'aurais dû y penser au début. Je passe la parole. Oui. Alors, les objectifs donc, de la campagne pour l'établissement d'abord, on verra ensuite ceux au niveau de la région. Donc, alors, plusieurs objectifs que je vais lire. Donc, le premier, établir un état des lieux. C'est quelque chose qui, somme toute, est assez banal. On le fait dans toutes les campagnes. Établir un état des lieux pour le thème de la bientraitance. Au sein de la structure, du service, de son unité, ça, ce sont en fait les niveaux, finalement, d'évaluation que vous pourrez engagé pour la campagne, voilà, pour les différents niveaux. Alors, son unité, peut-être qu'il y a encore un niveau infra, mais voilà. Ensuite, disposer d'un outil d'évaluation qui associe, alors là, pour le coup, c'est le regard croisé qui est invoqué là, qui associe donc le pilotage, les professionnels et bien sûr tous les bénéficiaires, les usagers des soins et des accompagnements, donc les patients et les résidents. Troisième objectif, apprécier le ressenti des patients, des résidents et des professionnels au regard donc de ce qui a ce qui existe déjà en méthode support, qui existe déjà et qui donc fait l'affaire, j'ai envie de dire, ou pas. Voilà, donc le ressenti, donc l'avis finalement, la perception de tout ça par les acteurs principaux, les professionnels, mais aussi les patients et les résidents. Oui, parce que, pardon, je te coupe, mais simplement, on le sait, il peut y avoir tout à fait un gap entre clairement tout ce qu'on pense avoir mis en œuvre et ce qui est perçu, en fait, par exemple, par les patients ou les résidents, mais aussi par les professionnels, avec une mauvaise appropriation, une mauvaise compréhension parfois de certaines actions. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir apprécier ce ressenti, cette perception. Ça permet derrière de réajuster soit de réajuster auprès des professionnels autour des outils déjà mis en œuvre, soit de se dire qu'ils n'étaient peut-être pas pertinents les outils. Il faut peut-être les retravailler avec les professionnels, par exemple. Mais là, dans le troisième point, on apparaît déjà la suite, finalement, de ça, parce que on apprécie, évidemment, mais il faut que ça donne lieu à la discussion. Exactement. Sinon, si on reste à l'appréciation, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y aura pas grand-chose. Exactement. Parce que bon, ces supports, enfin, tout ce qu'on met en œuvre dans les structures, dans les établissements, pas forcément efficace. Enfin, certaines choses passent à côté. Oui, il peut y avoir vraiment un problème d'appropriation des Tout à fait. Et donc, le dernier objectif, impulsé, dans le cas où il n'y aurait rien du tout, ou poursuivre déjà quelque chose qui serait existant, une dynamique autour de ce thème de la bientraitance. Voilà, les objectifs
énorme, mais... C'est assez classique, mais ça a son sens. Enfin, Ouais. ça a du sens. Oui, non, ça a beaucoup de sens. Clairement. Ouais. Si on arrive à obtenir ça déjà, ce sera énorme. Ouais, clair. Je regarde cette question. Pouvez-vous accepter ça? On va répondre tout à l'heure. Ça vient à voir avec ça. Okay. Donc, les objectifs en région, alors là, le premier est identique, mais au niveau régional, hein, disposer effectivement de l'état des lieux, mais au niveau régional. L'état des lieux des démarches en faveur de la bientraitance, surtout de savoir finalement ce qui se fait dans les établissements de santé, les EHPAD, et puis toutes les structures de soins, d'accompagnement à domicile. Voilà. Et ensuite, partager tous les enseignements qui seront donc récupérés, issus de ces analyses locales, afin que nous, on puisse, à notre niveau, proposer, alors, pour le coup, là, au niveau de la FORAP, au niveau régional, donc tous les établissements, tous nos adhérents et autres établissements, un plan d'action en faveur de la promotion de la bientraitance, de l'acculturation, comme on dit, des professionnels et des patients résidents. Mais encore une fois, si on va jusque-là, on aura fait vraiment du chouette boulot, quoi. Bon. Ah, c'est sûr. C'est difficile d'en arriver jusque-là. Ouais, voilà, déploiement de la campagne. Continue. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a plusieurs périmètres d'évaluation possibles. On peut choisir de faire cette évaluation au niveau de l'établissement. Dans la mesure, bien entendu, n'oubliez pas trop grand, quoi, parce que sinon, on va mélanger sans doute beaucoup de spécialités. Enfin, il peut arriver qu'on mélange des spécialités, donc après, dans l'interprétation des résultats, ça peut être difficile, enfin, plus compliqué en tout cas. Ensuite, on peut faire ça à l'échelle d'une filière, choisir une filière, par exemple sanitaire, le MCO, le SSR, ou même descendre en dessous du MCO, faire que la médecine, que la chirurgie. Bon. Le SSR, le SLD, ou bon, alors dans les PAD, ça ne se pose pas parce qu'il y a une seule spécialité. Quoique on pourrait avoir, je sais pas, deux sites, 2 unités, une unité un peu spécialisée, par exemple. Voilà. Et un domicile, pour le domicile, en tout cas, tous les services qui existent, hein, et puis l'HAD. Voilà. On peut faire la mesure, c'est un peu redondant, à l'échelle d'un service, d'un seul service, ou de plusieurs services bien déterminés, ou d'une unité. Bon, l'unité, j'entends par on entend par unité de travail. C'est quelque chose en dessous du service qui pourrait être, on pourrait redécouper un service, parce qu'il y a des services qui sont quand même assez importants. On pourrait découper un service en unités. Oui, si vous avez une unité fonctionnelle, ou voilà, en fait, là aussi, je pense, comme on vous dit à chaque fois, l'importance de cette détermination du périmètre. C'est important, pourquoi? Pour que ça conditionne la suite, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez, encore une fois, comme le disait Ahmed, exploiter vos résultats. Je pense que vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, au-delà des chiffres, aller à la rencontre des professionnels, de vos patients, de vos résidents, pour parler de la bientraitance et imaginer les actions ensemble. Donc, vraiment, l'idée, il vaut mieux faire moins important, mais aller au bout de la démarche, quitte à reconduire, peut-être l'année prochaine, et voilà, à votre rythme, mais vraiment essayer d'aller au bout de la démarche. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, pas viser l'exhaustivité, parce que ça. Bon, après, dans l'interprétation, c'est complètement très difficile. Et puis aussi, le fait de bien sélectionner son périmètre, par exemple une unité ou deux, un service, eh bien, il est certain que la participation sera plus importante. Et donc, du coup, avec plus de participation, on a des résultats qui seront plus interprétables. Exactement. Voilà. Parfois, on interroge une seule unité dans un établissement et puis on est au fait de ce qui se passe pour la bientraitance, pour l'établissement. Voilà. Alors, l'engagement dans cette démarche, dans la campagne d'inscription, finalement, se fera via un formulaire qui sera mis en ligne dès le 27 novembre, c'est-à-dire lundi. Et les inscriptions seront clôturées le 31 janvier de l'année suivante, 2024. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez prendre le temps
de réfléchir, notamment, un, si vous voulez y aller, deux, quel pourrait être le périmètre, avant de vous lancer tête baissée dans la campagne. Vous avez un petit peu de temps pour réfléchir et bien calibrer, j'ai envie de dire, vraiment votre participation, si vous souhaitez y aller. Alors, ce n'est pas la période de recueil, ça, non, pas du tout. Attention, la période de recueil va s'étaler jusqu'à... On va vous le dire jusqu'à mars. Fin mars. Début mars, pardon. Début mars. Donc là, on est bien que sur l'inscription. Exactement. Et là, vous avez à côté un peu le formulaire. Alors, mal, mais que je connais. Donc, en fait, on va vous demander d'indiquer, bon, bien sûr, l'établissement, le nom du directeur ou de la directrice. Ensuite, de préciser de quel secteur il s'agit. Et ensuite, dessous, quelque chose d'important, c'est d'indiquer le référent pour cette campagne dans l'établissement. Et ensuite, le périmètre dont on vient de parler, chose aussi importante avec, dès lors qu'il s'agit de quelque chose de pas global, donc partiel sur des unités, des services, il va falloir donc renseigner ces unités. Bon, ça n'apparaît pas parce que ça n'est pas cliqué. Mais... Et ensuite, les engagements. Alors, les engagements pour l'établissement, pour la structure, et puis, évidemment, à la fin, on coche la case comme quoi on a pris connaissance de tout ça et on envoie. Voilà. Vous recevez à la suite de votre inscription un petit message qui vous confirme l'inscription avec la possibilité, un lien vers l'ensemble des documents que on verra tout à l'heure. Les documents qui vous aideront à mettre en place cette campagne. Là, je vais un peu vite là-dessus. L'interaction n'étant pas possible. Oui, c'est la limite de l'exercice. De l'exercice. Oui, d'accord. C'est quoi, c'est de croix? Oui, je ne sais pas. Tu sais, il y a des choses bizarres parfois qui apparaissent. Je ne sais pas. Alors, le pilotage de l'évaluation, très important. Le pilote, comme toujours, c'est forcément le directeur de la structure qui est garant de la mise en place de cette campagne, finalement, dans sa structure. Oui, il y a besoin d'un engagement vraiment de la gouvernance. On est vraiment sur un engagement fort de la direction, encore une fois, dans cette démarche d'évaluation sur cette thématique. C'est extrêmement important. Que ce soit par an. Ah oui, clairement. Et ensuite, le référent qui est garant, lui, de la mise en œuvre, pilotage de l'évaluation au sein de la structure, mais sur le terrain. Sans ce référent, inutile de vous dire que nous, on ne peut pas fonctionner. Oui. C'est lui qui sera notamment chargé donc, de la saisie des données sur la plateforme IFRA, on verra tout à l'heure. Oui, c'est vraiment notre interlocuteur. Si, c'est la personne qui va être le relais, j'ai envie de dire, entre le CK qui vous amène la méthodologie, les outils, etc., et qui vous pouvez solliciter, on en reparlera à la fin, si vous avez des questions, et donc l'établissement, quel que soit le périmètre que vous ayez déterminé, c'est vraiment la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de la campagne. Comme à chaque fois, c'est pas nouveau, c'est le fonctionnement qu'on a dans chaque campagne. Voilà. C'est une personne vraiment très très importante dans l'enquête. Mais d'habitude, ça marche bien. Il n'y a pas d'inquiétude. Et peut-être juste, je reviens juste en arrière, parce que vous avez donc une capture d'écran du protocole qui sera à votre disposition. Oui. Comme tu as mis la capture d'écran, c'est vraiment à chaque fois, là encore, voilà, vous avez à votre disposition un protocole d'évaluation donc qui vous explique le déroulement de la campagne. Donc ça aussi, c'est un document évidemment que vous aurez à votre disposition dans le fameux kit que vous recevrez après votre inscription. D'ailleurs, tout ce que vous allez voir là dans le diaporama, finalement, ce sont des extraits de ce protocole, des choses donc qu'on va dire là. Vous pouvez le retrouver, vous le retrouverez bien entendu sur le PDF du diaporama. Ça va de soi, mais aussi dans le protocole de l'évaluation. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a une population, bien évidemment, et donc il y a des critères d'inclusion et bien sûr le pendant des critères d'exclusion. Pour les critères d'inclusion, pour les établissements, en tout cas, alors vous avez bien compris, il y a trois populations, les établissements, le niveau établissement, les professionnels et les patients et les résidents. Pour les établissements, sont inclus uniquement donc, les établissements sanitaires, les EHPAD et tous les services. Puis, HAD, ce n'est pas un service, mais
Alors, tous les services, on va dire, de soins d'accompagnement à domicile. HAD, SIAD, SAD. Et dessous, on a mis établissement service limité, c'est simplement une répétition, c'est-à-dire qu'à quel niveau cette population, parce qu'elle se situe au niveau de l'établissement, c'est le périmètre en fait, du service aux unités. Voilà. Pour les professionnels, donc, sont inclus dans l'étude, dans l'évaluation, tous les professionnels médico-soignants, médicaux-soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les ASH, et on a mis 3 petits points, et clairement, voilà, les médicaux-soignants. Ça veut dire que là-dedans, il y a par exemple, je fais exprès de poser des questions, les kinés, les psychologues, non? Après, il y a d'autres critères. Oui, c'est ça. On va voir juste après les critères d'exclusion. Oui, d'accord. Pour les patients, eh bien, il y a des caractéristiques des patients et des résidents. Donc, il faut que ces patients soient âgés de plus de 15 ans, au moins, enfin, qu'ils aient 15 ans au moins, 15 ans et 3 mois, qu'ils acceptent de participer à l'étude. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'il faut s'interroger sur comment on fait ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a un document ou il n'y en a pas? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer une petite note à tous les patients. Oui, c'est ça. Vous allez voir, vous allez avoir à votre disposition des dépliants d'informations et des affiches d'informations. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir afficher le principe de la campagne, de pouvoir donner ces petits dépliants qui vont comment dire, informer et expliquer vraiment le déroulement et l'objectif finalement de ce recueil, ça peut, je pense, suffire. En tout cas, il faut les informer, ça c'est certain. Alors, je n'avais pas vu, mais c'est écrit comprenant le français. Et oui, parce que effectivement, il va falloir qu'ils remplissent eux-mêmes en fait le questionnaire, ou en tout cas qu'ils comprennent bien les questions. Donc, ça peut paraître. Qui leur seront posées par un enquêteur. Oui, et si c'est un enquêteur parce qu'il y a une difficulté, voilà, pour écrire, par exemple. Mais c'est vrai que la barrière de la langue peut être limitante. Donc après, c'est à votre appréciation, bien sûr. Mais sauf si l'enquêteur parle couramment. Après, s'il est en capacité de traduire, tu as raison. Clairement. Bien sûr. Oui, bien sûr, tu as raison. Bien, il y a quelque chose aussi sur les caractéristiques du séjour. C'est une durée d'hospitalisation dans le sanitaire, en tout cas, qui est supérieure à 2 nuits consécutives. Hospitalisation vraie, on va dire. Durée d'hébergement en EHPAD supérieure à 3 mois consécutifs, parce que ça ne concerne pas l'arrivée finalement de ces résidents. Donc, il y a suffisamment de recul. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Et une durée d'hospite, donc en SLD et SSR, supérieure à 9 jours. Bon. Les exclusions, donc, sont exclus, pour les établissements en tout cas, tous ceux du secteur handicap, pour l'instant en tout cas, puisque l'outil n'est pas adapté au secteur handicap, et accueillant des personnes dyscommunicantes. Donc, tous les établissements du secteur handicap et tous les établissements accueillant des personnes dyscommunicantes. C'est ça. La santé mentale est exclue encore aujourd'hui, puisque pareil, l'outil n'est pas adapté pour l'instant. Il y a un outil, il y a une partie de l'outil, il y a un questionnaire qui est finalement en expérimentation au niveau Pays de la Loire. Donc, on espère que bientôt. On pourra vous proposer bientôt un questionnaire adapté. En tout cas, en l'état, tel qu'il est conçu aujourd'hui, l'outil n'est effectivement pas adapté. Il est expérimenté pour l'instant dans une autre région. Et bien sûr, les services administratifs, techniques et de support. Donc, alors, la réponse à ma question de tout à l'heure, le psychosocial est exclu. Donc, ça veut dire pas de psychologue, pas d'assistante sociale, etc. Les professionnels donc, sont exclus le personnel administratif, le personnel des blocs opératoires et le personnel d'encadrement. Ça me paraît clair. C'est ça. Bien sûr, si vous avez des questions sur ces points-là précis, n'hésitez pas, on peut en parler. On peut échanger. Ensuite, pour ce qui concerne les patients et les résidents, sont exclus. Donc, les patients résidents décédés, vous allez me dire ça va de soi, au cours de l'hospitalisation, du séjour. Les patients résidents refusant de participer à l'étude, c'est leur droit. Là, il n'y a pas les patients. Si, en dessous. Ça, c'est les caractéristiques générales. Pour le patient ou le résident
même, donc présentant des troubles cognitifs, donc dans l'incapacité finalement de répondre ou même de comprendre ce qui lui est demandé. Les patients résidents en incapacité de communiquer, donc ceux qui seraient par exemple intubés, qui ne comprennent pas le français sauf s'il y a traduction possible. Voilà. C'est important. Et les résidents en hébergement temporaire, c'est le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure concernant la durée. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces points-là, qui sont des points importants. Oui. Alors, je regarde quand même. Question. Quid des ESRP médico-social handicap? Non, ben voilà, vous avez vu, hein, ils font partie des établissements qui sont exclus pour le moment de l'enquête. Ouais. Alors, c'est encore une fois un outil voilà, qui a ce périmètre d'investigation aujourd'hui. Comme vous disiez, Amélie, il y a des expérimentations en cours alors, sur le champ de la santé mentale en ce moment. Sur le secteur du handicap, ça a été discuté. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas, mais il est possible qu'on retravaille l'outil et qu'on le teste. Hein, et si tel est le cas, on sollicitera peut-être certains d'entre vous pour tester l'outil une fois qu'il sera formalisé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, effectivement, le secteur du handicap est exclu de l'enquête. Ouais. Je suis désolée, mais c'est comme ça aujourd'hui. L'outil n'est pas adapté. Ouais. On va y travailler. Mais oui, ça c'est sûr, bien sûr. Alors, vous avez vu, il y a trois groupes, hein, les établissements, les professionnels et les patients résidents. Et bien, c'est pareil pour les questionnaires, bien entendu. Et donc là, ça présente finalement la composition de ces questionnaires. Je ne vais pas m'étaler sur le contenu des tableaux concernant les items, détaillés point par point quels sont ces items. Vous allez retrouver ça et dans le protocole et du coup aussi dans les questionnaires que vous souhaitez en document. Mais je vais quand même dire quelques petits mots là. Alors, concernant les établissements, c'est un questionnaire par cible. Ça veut dire quoi? Simplement, si vous avez 3 unités évaluées, vous ferez 3 questionnaires. Si vous avez un seul établissement, parce que vous avez choisi le niveau d'établissement, vous ferez un seul questionnaire. Bon. La version est unique parce que, quel que soit finalement le sanitaire, l'EHPAD, l'HAD, le domicile, c'est le même questionnaire. Et le temps de remplissage que nous avons estimé à 10 minutes à peu près, on verra tout à l'heure comment il faut faire pour le remplir. C'est le remplissage, ce n'est pas du tout la discussion qu'il peut y avoir autour de ça, qui, à mon avis, peut durer plus longtemps. C'est souhaitable d'ailleurs. Pour les professionnels, ce questionnaire est individuel et anonyme. Chaque professionnel remplit son questionnaire. Les professionnels, bon, on le rappelle, ce sont des médico-soignants. Il y a 2 versions, une version pour le sanitaire, une version pour l'EHPAD. Et donc, je suppose que le domicile, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Je pense qu'il y a... C'est le même que le sanitaire, c'est ça? C'est une bonne question. Non, mais tu as tout à fait raison parce que effectivement, pour ce qui concerne les patients résidents, il y a 3 outils. Normal. Ce qui est logique. Donc, pour les médico-soignants, je peux aller chercher. Ouais, je cherche parce que oui, tu as raison. On a repris le protocole. Ouais. Et le temps de remplissage, environ 15 minutes. On verra après les modalités, les modes de recueil possibles aussi sur ça. Concernant les patients et les résidents, c'est pareil, hein, c'est individuel et anonyme. On l'a vu tout à l'heure, les patients volontaires, c'est important, de plus de 15 ans, en capacité de répondre, hospitalisés depuis au moins 2 nuits consécutives pour le sanitaire et 10 jours SLD SSR. Et pour les résidents en dessous, résidents volontaires en capacité de répondre et hébergés depuis au moins 3 mois consécutifs. 3 versions. Les outils sont validés, oui, absolument, parce que bon, tout ça, on ne vous l'a pas dit, mais ces outils, cet outil a été développé par Caligrène, mais ça a fait l'objet, bien sûr, d'un projet de recherche, et donc les outils ont été validés. Oui. Alors, réponse en temps réel, c'est bien 3 versions pour les professionnels. De la même manière, je ne sais pas, il y a eu un bug. Ouais. On a eu un bug. Non, on est d'accord, il y a bien 3 versions. C'est logique, même au niveau professionnel. Bien sûr, voilà. Donc, c'est autant pour nous.
Donc, ce sera changé. Donc, du coup, le PDF. On le modifiera, on peut le réimporter. Oui, il n'y a pas de souci. Et le temps de remplissage, 10 minutes. Bon. Voilà, ça c'est pour les questionnaires. Je regarde. Dommage que je vous livre en direct les questionnements. Dommage que le personnel administratif soit exclu. Les secrétaires, par exemple, jouent un rôle dans l'accueil et interagissent avec les résidents en EHPAD. C'est tout à fait vrai. Et c'est dommage, j'en conviens. L'outil a été construit comme ça. Je suppose qu'ils sont sans doute posé la question. Il faudrait regarder dans les rapports qui ont été du projet, je veux dire, de construction de l'outil, pourquoi finalement les secrétaires ne sont pas comptés. Voilà, merci pour la question en tout cas. Bonjour, pour quelle raison la santé mentale est exclue également de ce questionnaire? On y a répondu. Ouais. Alors, moi j'allais dire tout simplement, le questionnaire n'est pas adapté. Je suppose qu'il en va aussi de quelque chose du patient, qui n'est pas un patient entre guillemets comme les autres, et que peut-être la difficulté donc d'essayer d'obtenir une perception, une idée de quelque chose quant à la bientraitance. Voilà. Alors, pas tous les patients, parce que la plupart, je suppose, mais une partie de ces patients, sans doute, sont dans la capacité de... Bon, je n'en sais pas plus que tu... Non, après, je voulais juste revenir sur la question par rapport, enfin, la remarque par rapport au secrétaire médical. Simplement, vous verrez dans les questionnaires, on est beaucoup tourné autour du soin. C'est pour ça que sont les professionnels, le périmètre est vraiment destiné aux personnels médicaux soignants. Il y a énormément de choses autour du soin. Je pense que c'est pour ça le questionnaire n'est pas suffisamment, enfin, ça n'a pas été réfléchi. Alors, je suis désolée, mais c'est une bonne remarque. On pourra la faire remonter pour des versions ultérieures, mais ou alors peut-être il aurait fallu un autre questionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'aurait pas tout à fait les mêmes questions. Et au final, une secrétaire médicale, quand on regarde les questions telles qu'elles sont aujourd'hui, elle ne pourrait répondre qu'à une toute petite partie des questions proposées. Il y a beaucoup de non concernés, ce qui biaise complètement. Oui, puis faire des choix. Oui, parce que c'est des questions, c'est des échelles, donc enfin voilà. Merci collègue. Mais avec plaisir. Alors, on vous présente rapidement la tête des questionnaires, donc auto-évaluation établissement. En fait, ça s'appelle comme ça, hein, auto-évaluation établissement. Le questionnaire à l'intention des professionnels de santé, mais il y a l'autre pour les EHPAD. Oui, c'est la même chose, hein, c'est décliné. Voilà. Il y a un visuel, hein, si vous voulez, qui est important, parce que vous le retrouverez sur les affiches, vous le retrouverez sur tous les documents qu'on va vous mettre à disposition. C'est les petits pictos, vous voyez, la petite maison pour l'établissement. Le petit bonhomme, voilà, avec la croix, c'est un professionnel de santé, quel que soit le secteur, et les patients, voilà, c'est les deux petits personnages avec les codes couleurs. Donc ça, c'est vraiment le visuel à chaque fois que vous allez retrouver tout au long de l'enquête sur les différents documents mis à votre disposition. Voilà. Exactement. Bon. Alors oui, tout à l'heure, je disais, donc ça c'est... Alors, je ne vais pas parler de l'échantillonnage, mais on va en parler là. Il y a un échantillonnage. Alors, c'est quoi échantillon? Finalement, pour le dire rapidement, c'est le nombre finalement de professionnels, de patients ou d'établissements concernés qui va faire l'enquête. Hein, voilà. C'est important parce que finalement, ce nombre qui est le dénominateur est important pour faire les petits calculs dans le petit rapport de résultats. Alors, on vous demande dans le protocole, finalement, de préciser ce qu'il en est de ces différents groupes. Par exemple, pour l'établissement, alors on vous demande de cocher s'il s'agit de tout l'établissement ou d'une filière précise, d'un service, d'une unité. Et par ailleurs, pour les professionnels, on vous demande le nombre de professionnels, de détailler finalement le nombre de professionnels qui sont concernés, éligibles, j'allais dire. Hein. Ouais, et puis, à côté, le nombre de patients ou de résidents, pareil, éligibles pour la mesure. Pour la mesure dans chaque périmètre, donc chaque unité. Voilà.
C'est à l'échelle de l'établissement, bah, ma foi, c'est à l'échelle de l'établissement, Ouais. sa globalité, mais après, sinon, c'est dans chaque unité ou chaque service, de manière à ce qu'encore une fois, on puisse faire les calculs, puisque là, encore une fois, ce sont les dénominateurs. Ouais, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le protocole est à compléter aussi l'auto-évaluation du protocole pour chaque niveau, enfin, pour chaque unité, pour chaque service, pour chaque cible. Voilà, le mode de recueil. Donc, comment vous allez finalement recueillir et saisir les données. On verra après comment on peut saisir, mais en tout cas recueillir. Pour les établissements, donc c'est un document, un questionnaire renseigné de façon collective. Il faut cocher, il faut dire s'il s'agit de l'équipe d'encadrement, d'un groupe de travail que vous auriez monté, ou un comité de pilotage pour l'occasion, ou autre chose. Bon. Pour les professionnels, ben, on diffuse le questionnaire. Hein. Alors, vous devrez préciser comment vous l'avez diffusé, hein, via l'équipe d'encadrement, par la mise à disposition dans un endroit X stratégique, bien entendu, à l'issue d'une réunion, via le bulletin de salaire, etc. Ce qui aurait pu être précisé, c'est la plateforme. Évidemment. Parce que, bon, voilà. Mais comme la plateforme, c'est plutôt l'endroit où on va faire de la saisie, alors du coup, ce n'est pas précisé là, mais le questionnaire est également diffusé, ça va de soi, par la plateforme. Parce que dès l'instant où on communique une URL à un professionnel pour qu'il remplisse un questionnaire, ben, c'est vrai que cliquer sur l'URL, le questionnaire apparaîtra. Ce qui veut dire que, voilà, c'est-à-dire que vos professionnels pourraient très bien renseigner en ligne le questionnaire. Mais c'est bien d'avoir précisé la diffusion du questionnaire parce que je pense que le PDF ou le papier même doit circuler pour que les personnes prennent connaissance de quoi il s'agit. C'est important. L'information très importante pour la participation. Sinon, que ça marche. Il faut vraiment l'accompagner et pas simplement mettre dans un coin du service, poser le questionnaire en disant bah, quand vous aurez le temps, merci de le renseigner. Il faut vraiment, encore une fois, accompagner, mais c'est vrai comme pour toute campagne, j'ai envie de dire. C'est pas accompagner seulement pour obtenir un maximum de participation, certes, c'est vrai, mais aussi c'est le moment de parler de la bien-traitance. Oui, c'est une première sensibilisation. Exactement. Chaque instant est l'occasion d'en parler. Bien sûr. Et pour les patients, donc pareil, diffusion du questionnaire par les professionnels de la main à la main, par les membres du CVS à l'issue d'une réunion et autres. Voilà. Là, il n'y aura pas de possibilité, alors je disais doucement, hein, mais parce que je réfléchis en même temps, de possibilité donnée aux patients, aux résidents de remplir directement sur la plateforme. Ce sera toujours à la charge, on le verra tout à l'heure, de l'enquêteur, du professionnel, du référent. Voilà. Et en dessous, donc, la période de recueil dont on vous a parlé tout à l'heure, donc minimum 15 jours, parce qu'effectivement, ça peut aller très vite. Hein, mais bon, c'est minimum 15 jours, quand même 2 semaines. Et au maximum 2 mois, 8 semaines. Et il faudra préciser pour chaque cible donc, les dates, la période de recueil. C'est-à-dire que ça vraiment, enfin, c'est laissé à votre main. Vous allez voir, il y a une période de recueil assez large qui vous est proposée, donc à vous d'organiser selon la méthodologie que vous le souhaitez, cette période de recueil qui peut être différente d'ailleurs d'un service à l'autre. Vous pouvez très bien envisager de le faire de manière un peu progressive. Un premier service, je dis n'importe quoi, entre le 1er janvier et le 15 janvier, un deuxième du 15 janvier au 30 janvier, peu importe. Soit vous vous dites, je fais simple et j'ouvre pour tout le monde, pour tous les collectifs que j'ai imaginés, que j'ai identifiés, j'ouvre sur la même période, ou au contraire, vous l'échelonnez. Ça, c'est vraiment laissé à votre main. Vous décidez ce qui est le plus pertinent. Alors, je regarde les questions. Ouais. Donc, par exemple, pour les autres professionnels kinés, je crois comprendre que la question est posée de la participation des kinés. Mais les kinés, ils sont inclus. Moi, je dirais que oui. Ils ne font pas partie du psychosocial. Non, mais s'ils sont. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des contacts peut-être réguliers avec les professionnels, les patients ou les résidents, mais les kinés, pour moi, font partie du médico-soignant. Ça me paraît. Ils sont en relation directe avec les patients ou les résidents. Moi, je dirais oui.
Vous aurez bien senti que ce n'est pas notre outil, et donc, bon, on ne maîtrise pas non plus totalement. Mais on l'a peut-être pas bien précisé, tu as raison. En fait, c'est vraiment un outil qui a été, oui, on l'a dit au début, mais il faut le rappeler peut-être, c'est effectivement un outil qui a été élaboré par nos collègues de la SRA des Pays de la Loire, Calirel Santé. Donc, c'est vrai que, voilà, on se l'a utilisé déjà. Voilà, oui, mais on se fait le porte-parole, mais c'est vrai que, voilà, peut-être parfois… on pêche un peu sur voilà, sur la précision voilà, à vous apporter, mais après, on peut tout à fait continuer à se poser des questions, et si on a le moindre doute, on retourne vers comment dire, les créateurs, Maxime, c'est le mot que je cherchais, et pour les questionner, on revient vers vous. Il n'y a pas de sujet, vraiment, n'hésitez pas. Ouais. Mais moi, à mon sens, les kinés, oui, enfin, je pense qu'ils rentrent dans le périmètre. Ça me paraît logique. La centralisation des questionnaires, ça vous le retrouvez aussi dans le protocole. Nous avons mis le référent partout. Pourquoi ça va être le job du référent. Quand je dis le référent, il peut y avoir d'autres personnes avec lui, bien entendu. C'est heureux si ça peut se passer comme ça. Donc, centraliser les questionnaires papier, en l'occurrence, puisque sinon, c'est la plateforme. Donc, transmission pour l'établissement, transmission de l'auto-évaluation à la personne indiquée ci-dessous, c'est simplement pour indiquer à qui doit être remis, une fois complété, le questionnaire. De référence, on va mettre le nom, le prénom, la fonction. Sachant que je pense que pour tout ce qui est auto-évaluation de l'établissement, il est souhaitable, et je pense que ça sera le cas, que le référent assiste à cette fameuse réunion. Souvent, c'est ça, hein, voilà. Si ce n'était pas le cas, après, sinon, lui transmettre le questionnaire. Alors, pareil pour les professionnels, centraliser les questionnaires qui vous sont retournés. Hein. Là, c'est le nom, prénom, la fonction du référent, et en aucun cas, bien sûr, sur le questionnaire, des noms ou des prénoms, des fonctions. Il faut préserver l'anonymat à tout prix, je dirais. Voilà, vous pouvez disposer de quelque chose qui pourrait contenir tous ces questionnaires, une urne, une enveloppe. Je pense que, par expérience, c'est bien de glisser le questionnaire dans une enveloppe, hein, même s'il n'y a pas de nom, etc. Dessus. Hein, ça assure quelque chose de l'ordre de l'anonymat, c'est bien. La confidentialité. Et pour les patients résidents, c'est la même chose, hein, même combat. Hein, il faut tout à fait préserver les réponses de ces personnes, même si elles ont été… même si le questionnaire a été coché par un enquêteur, il n'y a pas de raison que ce soit à la vue de tout le monde. Oui, clairement. Voilà. C'est tout à fait raison. Ouais. Ça fait partie de la bien-traitance, du coup. Ah bah oui. La saisie des données, alors ça c'est un peu le nerf de la guerre, parce que s'il n'y a pas de cette saisie, finalement, vous ne pourrez pas obtenir votre rapport. Tout se fait sur la plateforme IFORAP. Par qui? Par le référent, encore une fois, ou alors quelqu'un en qui il aura toute confiance, je dirais, à qui en tout cas il aura donné les éléments pour aller saisir. Hein. Pour l'établissement, on va les saisir sur la plateforme les questionnaires transmis, hein, les auto-évaluations. Pour les professionnels, il y a deux possibilités. Soit ces professionnels sont allés directement via une URL ou un QR code saisir le questionnaire. Soit c'est une saisie centralisée par le référent du questionnaire qu'il a reçu, hein, qu'il a connecté. Et donc, pour les patients résidents, une réponse en ligne par les enquêteurs, hein, je fais ça enquêteur, voilà, via toujours l'URL ou le QR code, et une saisie possible centralisée de tous les questionnaires qui seraient retournés collectés. Voilà. Le formulaire sur la plateforme, il n'y en a qu'un, en fait. Hein, à chaque fois, c'est une saisie. Et puis, on vous demandera dans le formulaire, finalement, qu'est-ce que vous voulez saisir. L'auto-évaluation, le côté professionnel ou le côté résident. Voilà. J'espère que tout ça est plutôt clair. Ça va. Non, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait des questions. C'est beaucoup plus intéressant. La plateforme IFORAP, rapidement. Donc, on a posé là l'URL d'accès à la plateforme. Le compte utilisateur, parce qu'il y a besoin d'un compte utilisateur pour y accéder, ce sera au nom du référent. C'est quoi? C'est des identifiants constitués par l'email de cette personne, du référent, et un mot de passe.
il y a une mesure par entité évaluée, c'est-à-dire pour l'établissement ou pour les services, pour les unités. À chaque fois qu'il y a un service ou une unité, il y a une mesure créée, ouverte sur la plateforme. Une URL et un QR code d'accès au formulaire pour chacune de ces mesures, et un rapport aussi de résultats générés pour chacune de ces mesures. Et il y a bien sûr un guide de la plateforme Ifora qui sera, je pense, dans les documents qu'on va vous envoyer tout le reste, mais aussi que vous pourrez retrouver sur la plateforme même téléchargeable. Voilà. C'est un peu le même fonctionnement que d'habitude. Si vous avez déjà participé à des campagnes, c'est le même fonctionnement. La particularité, si je puis dire, c'est qu'effectivement là, vous allez avoir 3 questionnaires. Un établissement, un professionnel et un patient résident. C'est la particularité. Sinon, c'est comme pour toutes les campagnes qu'on propose. Avec, bien sûr, le support qu'on assure sans problème. Exactement. N'hésitez surtout pas. Vous contactez, on vous remettra nos coordonnées à la fin. Le rapport donc de résultats par mesure, par entité, il fait 26 pages. Vous avez en gros 13 pages de résultats et 13 pages d'annexes. Ça veut dire les annexes sont surtout les détails finalement de toutes les réponses. Rapidement. Et puis un exemple, peut-être qu'on peut parcourir. Je pense que c'est dans notre fenêtre, je vais changer. Alors, je pense, on va essayer. Il doit être. Si, il est là. Si j'arrive avec cette fichue souris, voilà. Et voilà. Alors, on va se mettre en plus grand. Il apparaît, Ça, c'est recherche. Je pense que. Non, là regarde. Plein écran, je ne sais pas. Non, plus que ça, je ne pense pas que tu puisses. Sinon, la loupe. Et si la petite loupe regarde plus, à côté du 26. À côté du 26. Du 26, 1 sur 26, regarde. Peut-être que tu peux zoomer. Si, voilà. Alors, donc vous voyez qu'il y a le logo Caviral Santé, en gros. Le rapport de résultats, qui rappelle bien entendu de quelle entité il s'agit. Alors, je suis désolé, il faut un temps de latence. Voilà, l'affichage, mais ça y en est. La première page, c'est plutôt de il y a un rappel des objectifs, mais en fait de la description du descriptif, de la mise en œuvre, mais aussi finalement des répondants. Voilà. Taux de retour professionnel. En dessous, vous avez le taux de retour des patients, et puis un descriptif de l'échantillon, avec les filières, les profils des patients, des choses plus détaillées sur l'âge, etc., parce qu'il y a aussi des questions plutôt précises concernant les patients ou les résidents. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet. On vous rappelle quelles sont les modalités de restitution de résultats à partir des indicateurs d'approche managériale. Enfin, c'est le croisement déjà. Vous voyez les logos ici. Comment tu dis ça? Les pictos. Voilà. Et puis, en croisant les données d'auto-évaluation, bien entendu, etc. Là, il y a un petit schéma qui rappelle les indicateurs de perception de la bientraitance. Et puis, voilà, on est parti. Voilà, indicateur d'approche managériale, donc les données sont reprises, bien sûr, de chacun des questionnaires. Alors là, c'était centré, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais centré sur les pratiques professionnelles, et ensuite centré sur le management et les organisations. Les indicateurs de perception de la bientraitance pour les professionnels, je vous passe rapidement, excusez-moi, ça va faire mal aux yeux. Peut-être que je peux. Si, par la loupe, toujours pareil. Un peu plus. Oui, non, mais tu peux réduire en passant par là. Ah oui, d'accord. Tu vois. On a mis quoi? Je suis en 100% et je pense que c'est un peu gros. 75, voilà, c'est effectivement sur la. Donc là, c'est quoi? Là, c'est indicateur de perception de l'environnement, patient résident. Voilà. Oui, ça se présente de la même manière, voilà, mais
Voilà, et là on arrive au ce qu'on appelle le regard croisé, et on va croiser effectivement les résultats des trois groupes, hein, pour l'établissement, pour les professionnels et pour les patients aussi. Avec une petite légende là à repérer. Le oui en vert, en grande partie en jaune, partiellement en orange, je pense, et non en rouge. Voilà. Pour chacune des thématiques qui sera abordée. Voilà. Et donc, vous avez là le pilotage. Alors, beaucoup de picto établissements, avec certains pictos, bien sûr, professionnels, parce qu'ils sont aussi concernés par le pilotage. Il y a bien sûr des questions sur lesquelles on ne retrouvera pas forcément les trois groupes. Là, pour l'accueil, on va retrouver le professionnel et en vis-à-vis le patient résident. C'est un exemple, ça. Vous ne vous fiez pas du tout à ce qui est présenté là. Oui, c'est le forme de présentation. Les données sont fictives. Sur l'information, donc un des grands thèmes. Sur l'accompagnement. Sur la coordination. Sur le respect. Alors, bien sûr, il y aura beaucoup de lectures pour ce rapport. Vous allez devoir digérer. Oui, il va falloir vraiment prendre le temps de bien approprier les résultats. Oui, c'est sûr. Et voilà, bon, alors, 13e page, voilà, ça c'est terminé pour les résultats, je dirais, principaux. On en arrive aux annexes. Et les annexes présentent donc, vous voyez, les résultats de l'auto-évaluation, les résultats du questionnaire professionnel et les résultats donc, du patient résident. Les détails. Voilà. Je dis détails, c'est vraiment détails. Vous voyez, vous avez les items et vous avez donc les réponses. Pour l'entité, encore une fois. C'est bien entendu, il n'y a aucune réponse visuelle, bien entendu. Okay. Voilà. Professionnel. Et les présentations, pas forcément, enfin, différentes. Hein. On retrouve vraiment toutes les infos. Je vous passe rapidement. Oui, c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble. Mais après, de toute façon, sur des résultats fictifs, oui, pas trop d'intérêt. C'est la liste de tous les tableaux. Et puis, bien sûr, ces tableaux reprennent les filières et profils professionnels. On y est encore, c'est plus long, je crois. Et là, on est sur le patient résident. Voilà. Et à la fin, vous avez un tableau qui vous dit, mais là, ça ne vous concernera pas, mais bon, on ne sait jamais quelles sont les entités qui ont été incluses dans ce rapport, parce qu'effectivement, sur la plateforme, il est possible de regrouper les données de plusieurs entités. Et si c'était le cas, eh bien, vous aurez à la fin de ce rapport les entités concernées. Voilà. Donc, il y en a deux, mais ce sont du test. Voilà, on est arrivé au bout de... C'était pour vous montrer de quoi il s'agit. Que ça... Voilà, je repasse sur le diaporama. Et je regarde pendant que tu... Ah oui, est-ce qu'il y a des questions du coup? Alors, Dan Taraborelli, je ne connais pas. Les patients résidents répondent donc au questionnaire uniquement par écrit, sur papier, pas de réponse en ligne. Eh bien oui, effectivement. Oui. On ne demande pas aux patients ou aux résidents d'aller répondre directement sur la plateforme via l'URL. Alors c'est vrai que c'est pas prévu. On pourrait l'imaginer finalement sur les patients jeunes. La difficulté, c'est de démultiplier peut-être. De communiquer l'URL, c'est ça en fait. Ça peut être compliqué si vous avez plusieurs services dans l'établissement qui sont engagés dans la mesure. Vous aurez à gérer plusieurs, je ne sais pas. Alors après, l'URL, ça me paraît compliqué, ça ne me paraît pas possible. En revanche, il y a le QR code. Ouais. Alors bon, on peut très bien disposer d'une affiche avec le QR code dans un service. Oui, alors il faut faire attention. Et que chaque patient aille le flasher, etc. Mais alors, bon, à gérer. Ouais, je ne sais pas. C'est compliqué. Bon. Moi, je ne ferais pas comme ça si j'étais. C'est-à-dire que pour les professionnels, on peut envisager un affichage avec justement le QR code en salle de soins ou dans la salle de détente et où d'ailleurs, enfin voilà, dans un lieu où potentiellement il passe régulièrement et il peut flasher pour répondre.
Pour les patients, pour moi, ça me paraît effectivement plus lourd parce que c'est soit on va leur distribuer quelque chose sur lequel ils vont avoir le QR code pour pouvoir flasher, ou alors démultiplier l'affichage pour qu'ils puissent trouver, je sais pas. Non, puis, je pense que ça va être compliqué. Plus j'y réfléchis, puis je me dis on doit informer aussi. Et donc, si on laisse comme ça une affiche, un QR code avec 3 informations sur l'affiche, pour que le patient il va se demander mais c'est quoi cette histoire? S'il n'est pas totalement informé, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Qu'on dise quelque chose. Bah, autant faire le recueil. Faire quelque chose. Après, alors il y a les dépliants. Est-ce que sur les dépliants à destination des patients résidents, pour envisager d'aller coller le QR code quand on le déplie? Je ne sais pas. Ça n'a pas été réfléchi en ce sens. Ça peut être une évolution. Au jour d'aujourd'hui, ça paraît compliqué. Je me méfie de ces évolutions. Ouais, c'est pour ça que disons qu'aujourd'hui, effectivement, à destination des patients et des résidents, ce qui est préconisé, c'est la distribution du questionnaire papier. Donc, ce qui va impliquer une saisie effectivement par le référent. Aujourd'hui, c'est ce qui est. Ah, mais la saisie, voilà. De toute façon. Voilà. Ouais. Mais. Voilà. Et puis, l'autre question, c'était donc les patients résidents peuvent-ils être aidés pour répondre au questionnaire? Mais bien entendu, oui. Ouais, je pense qu'il faut. Du coup, ça répond à la question précédente, dans la mesure où il faut être aidé, et je pense qu'il y aura des questions tout le temps. Bah, tant qu'à faire, autant ne pas le faire auto-administrer, mais de charger quelqu'un d'aller récupérer les infos auprès de ses patients, auprès de ses résidents, un enquêteur donc, voilà, et que ce soit lui finalement qui coche, qui remplisse. Alors peut-être qu'on peut donner le papier. Ouais. Parce que je pense qu'il y aura des patients qui sont tout à fait en capacité de le faire et qui vont se sentir peut-être plus libres. Oui. Voilà, je pense que l'esprit n'est pas systématiquement qu'il y a un enquêteur. Non. Une personne qui soit là, mais par contre, une personne ressource qui peut être susceptible de répondre à des questions. Voilà, quand la personne peut être en train de renseigner le questionnaire. Après, c'est là où, justement, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est de se dire comment je récupère les questionnaires. Si tu l'as évoqué, tu as insisté dessus, mais je me permets de réinsister dessus pour que vraiment, les patients et les résidents soient sécurisés, j'ai envie de dire, et se sentent libres, voilà, de répondre comme ils le souhaitent. Parce qu'il pourrait y avoir on peut peut-être avoir peur ou se censurer et avoir un petit peu peur, voilà, de noter vraiment tout ce qu'on veut noter sur le questionnaire. Si on doit donner, par exemple, remettre le questionnaire au cadre, à l'infirmière ou je ne sais qui. Donc, bien réfléchir à ça. L'enveloppe, voilà, je pense qu'effectivement, de donner le questionnaire à une enveloppe, ça peut être le moyen, peut-être, de sécuriser. En tout cas, de bien y réfléchir, ça paraît important. Et après, si effectivement, le résident n'est pas en capacité, le résident n'est pas en capacité de remplir seul le questionnaire, et qu'il y a un enquêteur qui vienne, l'idée c'est qu'il reste le plus neutre possible pour ne pas influencer les réponses. Ça aussi c'est important, même si c'est évidemment un moment d'échange privilégié, hein, bien sûr, mais essayer de rester neutre pour récolter les réponses les plus justes et sincères, enfin juste, je ne sais pas s'il y a une justesse, mais en tout cas qui reflètent vraiment la perception du patient ou du résident. Ouais, essayer de ne pas influencer, c'est tout à fait ça. Voilà. Il y avait d'autres choses? Non. Ok, alors on continue. Donc, comme on vous l'a dit, on va vous mettre à disposition, comme on le fait pour chaque enquête, un certain nombre de documents. Donc, ça sera un kit qui vous sera transmis au moment où vous allez remplir le questionnaire, valider votre questionnaire, votre formulaire d'inscription. Vous aurez un mail derrière qui valide, qui vous confirme que vous avez bien inscrit l'établissement, et vous aurez un lien pour aller télécharger un certain nombre de documents, dont, par exemple, ces documents que vous voyez affichés pour l'instant petits à l'écran, mais qui seront des documents divers et variés. Donc, par exemple, vous avez un certain nombre d'affiches à destination des professionnels ou à destination des patients résidents. Vous voyez, vous retrouvez les petits pictos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, sont des A3. Donc, après, vous
pouvez tout à fait les imprimer en plus petit, mais en tout cas, ce sont des affiches qui sont destinées à informer voilà, ces différentes personnes sur le déroulé de la campagne, les objectifs, comment ça va se passer et le nom du référent. Et pour les professionnels et pour toutes ces personnes, pardon, la date limite de remplissage du questionnaire. Donc, vous pouvez renseigner à la main, vous pouvez mettre votre logo en bas de l'affiche, etc. On vous met aussi à disposition un petit dépliant à destination, là aussi, de vos patients et de vos résidents. Donc, vous pourrez leur remettre à 4 pliés en 2, un format A5, que vous pourrez remettre là aussi pour laisser quelque chose, ce document d'information à vos patients et vos résidents. Et puis, un diaporama que vous pourrez bien entendu personnaliser, que vous avez à votre disposition si vous souhaitez communiquer via ce document à vos professionnels pour présenter par exemple la campagne. Donc là aussi, tout est personnalisable de manière à ce que vous puissiez vous approprier les documents et communiquer au mieux auprès de toutes ces populations. Donc ça, c'est les documents, la communication avant l'évaluation. En cours d'enquête, évidemment, vous avez les différents questionnaires dont on vous a déjà parlé. Et puis, après l'évaluation, donc vous allez avoir votre rapport, tel qu'Ahmed vous l'a présenté tout à l'heure, donc l'exemple que vous pourrez donc vous-même récupérer à la clôture de vos saisies sur la plateforme. Dès que c'est clôturé, vous pouvez appuyer sur le petit bouton magique et avoir votre rapport. Vous avez à nouveau une affiche, cette fois-ci, que vous pourrez utiliser pour annoncer les fameuses réunions d'échange autour de la présentation des résultats de cette évaluation. Donc là, à compléter aussi. Et puis à nouveau, un autre diaporama, cette fois-ci, qui vous permet à compléter, personnalisable, qui va vous permettre de préparer cette présentation des résultats auprès de vos professionnels et des résidents. Enfin, voilà, tout est personnalisable encore une fois. Il y a une question oui, dis-moi. Que j'ai zappé un peu, mais complètement même. Y a-t-il un nombre minimal de participants pour les patients résidents? Alors, ça dépend si la question est statistique ou non. Il y a toujours un nombre minimal pour la stat, mais je ne pense pas que ce soit l'objet de la question. Alors, rendre des résultats, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas beaucoup de répondants, on a toujours peur que finalement on puisse identifier les personnes qui ont répondu. Pour les professionnels, nous, on a l'habitude, en tout cas au CK, de ne pas rendre de résultats dès lors que le nombre de répondants est en dessous de 5. Mais la chose est de votre côté, puisque la saisie est faite sur la plateforme et le rapport, c'est vous qui le générez. Alors, libre à vous d'estimer finalement que ce rapport n'a pas de sens parce qu'il y a 2 répondants. Bon, effectivement, on peut penser que ça n'a pas de sens. Mais bon, on peut partir de là et se dire, bon, on a eu 2 répondants, quand même, un truc sur la bientraitance, 2 répondants, ça se pose des questions, voilà, et c'est parti. Ouais. Donc, j'ai envie de répondre que non, il n'y a pas de nombre de minimum, quoi, puisqu'on n'est pas dans une situation statistique. Voilà. Moi, c'est ma réponse, en tout cas. Oui. Après, moi, oui, il n'y a pas de nombre minimal. Après, on est sur du ressenti, hein, donc c'est toujours la même chose, le ressenti. Si vous n'avez pas une représentativité de vos professionnels non suffisant, vous allez être sur le ressenti de quelques professionnels et pas sur le ressenti d'un groupe, j'ai envie de vous dire, représentatif de l'unité. Donc voilà, c'est aussi un petit peu la limite de l'exercice. Mais après, comme le disait Ahmed, c'est un résultat en soi. Si vous avez très très peu de réponses, vous pouvez retourner vers vos professionnels pour questionner sur pourquoi vous n'avez pas répondu, pourquoi vous n'avez pas souhaité répondre à l'enquête, qu'est-ce qui a freiné, est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtent et du coup vous n'avez pas osé en parler, ou à l'inverse vous avez l'impression que tout va bien et on peut aussi en parler parce que je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Donc voilà, ne pas s'arrêter,
au final, sur le nombre, c'est juste comment bien savoir l'interpréter. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et après, bon, c'est la difficulté. Donc ça, c'est par rapport au nombre de professionnels qui ont pu répondre. Et après, il y a aussi le nombre de résidents ou de patients qui auront pu ou souhaité répondre. Voilà, là aussi, c'est à votre main, j'ai envie de dire. Pas vous en dire beaucoup plus. Ouais, simplement, vous savez, on ne peut pas interpréter comme ça. Voilà, c'est ça, c'est prudence de ce que vous allez faire de vos résultats. En dessous, en tout cas, et vous le verrez ça sur les résultats, en dessous de 60% de participation, quel que soit le groupe, eh bien, en dessous de cette limite, finalement, les résultats ne sont pas les résultats de l'entité considérée, mais simplement les résultats du petit groupe qui a répondu, des répondants. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer à nouveau. Alors ça n'apparaît pas à l'écran, donc ça ne gêne que nous, donc ça va. Alors du coup, je t'ai Est-ce que tu as une autre... Non. Est-ce que tu as une autre question? Quelqu'un qui nous quitte parce qu'elle n'est pas concernée. Désolée. C'est bon. OK. Alors, sur cette diapo, on a essayé de vous remettre un petit peu les dates clés au final de cette campagne. Donc, on est aujourd'hui le 24 novembre, donc on est sur effectivement la réunion de lancement de la campagne. Comme on vous l'a dit, donc les inscriptions seront possibles à compter de lundi, 27 novembre, et jusqu'au 31 janvier. Sachant que si vous vous inscrivez, on a mis la date butoir, voilà, exprès du 31 janvier, parce qu'au final, derrière, il ne reste que 4 semaines, puisque la clôture de l'enquête aura lieu le 1er mars. Vous n'auriez que 4 semaines si vous vous inscrivez le 31 janvier pour conduire ces mesures. Donc, ce qui nous paraît déjà être le minimum, quelque part, ça peut être compliqué de s'inscrire, par exemple, au 15 février, faisabilité, point d'interrogation de cette participation. Donc, en tout cas, ouverture des inscriptions lundi. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là remplir le formulaire d'engagement et encore une fois recevoir du coup ce fameux kit avec tous les documents dont on vient de vous parler. Le début de la période de recueil, donc vous ne pourrez commencer à lancer l'enquête et à faire la saisie sur la plateforme qu'à compter du 11 décembre, ce qui vous laisse le temps, encore une fois, de vous inscrire, de prendre la décision d'échanger entre vous, de prendre la décision de vous inscrire, de le faire effectivement via notre site, puis de faire les informations nécessaires auprès des professionnels, des résidents, etc., des patients, pour lancer donc le 11 décembre le recueil. Et ensuite, vous avez jusqu'au 1er mars donc pour organiser ce recueil sur une recueil et saisie des données. Parce qu'on est bien d'accord qu'au 1er mars, si vous n'avez pas saisi vos données, c'est fini, vous ne pourrez plus les saisir. Donc attention, c'est toujours pareil. Dans toutes nos campagnes, il y a une date butoir de clôture de l'enquête et donc de clôture de la saisie. Donc attention à ça. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au maximum, ce recueil doit se faire sur 8 semaines, 2 mois. Faites attention en matière de méthodologie à ces 8 semaines. On a mis donc clôture de l'enquête au 1er mars et donc récupération du rapport d'analyse sur la plateforme IFORAP. Donc, pour ceux qui ont déjà participé à d'autres campagnes, en fait, dès que vous avez clôturé votre saisie, donc ça peut être, je dis n'importe quoi, au 1er janvier, vous avez tout recueilli, vous avez été hyper efficace et vous avez tout fait avant le 1er janvier. Quand vous avez clôturé au 1er janvier toute votre saisie, vous pouvez appuyer sur le petit bouton magique sur la plateforme et sortir votre rapport. Donc ça, vous pouvez le faire dès que vous avez terminé. Et puis, eh bien, une fois que vous avez terminé le recueil, la saisie des données, que vous avez édité votre rapport, va commencer la période d'analyse au final de vos résultats et de préparation de la restitution aux équipes et aux instances, bien évidemment, de l'établissement. Et donc, en même temps, lorsque vous allez faire vos restitutions, eh bien, vous allez pouvoir définir vos actions d'amélioration avec les participants. Donc, c'est pareil, le retour aux équipes, aux instances, on a mis à partir de mars 2024. De la même manière, si vous avez clôturé votre enquête plus tôt, bien entendu, vous pourrez démarrer plus tôt vos restitutions. Mais donc, c'est
Voilà, donc les dates, elles sont mouvantes en fonction de votre avancée de planification de votre participation à l'enquête. Ouais. Et on me dit là que ça paraît court. Ça paraît court. Que les délais sont courts avec une clôture au 1er mars. Ça nous fait donc ça nous fait 2 mois janvier, et demi, février. Un peu plus de 2 mois et demi. Alors certes, il y a les vacances de Noël, certes, il y a les vacances de février, mais bon, il y a 2 mois. Hein, enfin, je veux dire, il y a 2 mois pour étaler ces recueils. De toute façon, d'expérience, non, mais enfin, on ne va pas se mentir. Pour avoir moi-même en établissement organisé des recueils de données et des enquêtes, si vous laissez trop longtemps les questionnaires, que ce soit aux professionnels ou aux patients résidents, ils oublient. Donc clairement, enfin, voilà, ça nous paraît jouable. Après, c'est vrai qu'en amont, il faut s'organiser. Oui. Ça prend du temps. Je pense que c'est surtout ça. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le délai entre finalement le début de la campagne et le temps qu'il va falloir avant que vraiment le recueil, ça c'est un temps assez long, et qui va prendre sur le retour des données vraiment. C'est vrai que là-dessus, on aurait vu, c'est mon avis, plutôt que 2-3 mois. Mais il semblerait quand même que dans les autres régions, ils fassent comme ça aussi. On est parti sur les mêmes timings. Je pensais que tout à l'heure, tu allais dire que par expérience, on sait très bien que la date butoir, souvent, elle est un peu reculée d'une semaine ou 2 semaines. La date butoir dans les établissements ? Le 1er mars. Ah, le 1er mars. À l'habitude, nous, en tout cas, clôturer, parce qu'il y a des gens qui sont toujours retardataires. On aura une souplesse, il y aura une souplesse, mais l'idée, c'est pas non plus de revenir jusqu'au 31 mars. Une souplesse, certes, parce que ça peut arriver d'être un petit peu en retard sur de la saisie si vous récupérez des questionnaires un peu tard, mais l'idée, c'est pas de terminer le 31 mars. Et bien sûr, il y a toujours une souplesse. Mais s'il y a vraiment des difficultés. Après, si vous êtes en grosse difficulté, vous nous dites. Parce que je ne voudrais pas aussi que finalement les personnes soient tout de suite, ressentent tout de suite une pression, sont comme ça par le temps, pressées par le temps, et que finalement elles bâclent quelque chose qui, en l'occurrence, est important, ou alors qu'ils décident de ne pas participer parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je pense que là, maintenant que vous avez les informations, effectivement, il y a une période qui s'ouvre devant vous, qui va être déjà, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et du coup, et ça, il faut vraiment discuter avec la gouvernance et le valider de manière collective. Et ensuite, de se dire, de se projeter en se disant, bon, clairement, à quelle période on pourrait le faire, qu'est-ce qui est propice pour nous, quand est-ce qu'on peut commencer de la communication, même si on ne se lance pas peut-être avant les fêtes, mais c'est de se dire, OK, on va y aller après les fêtes, par exemple, et de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme action de communication en amont pour commencer à parler à tout le monde de la démarche. Ça peut aussi être ça. En tout cas, stratégiquement, effectivement, vous avez là une période qui s'ouvre devant vous, qui va être à réfléchir un petit peu tout ça, l'organisation. Oui, et de choisir éventuellement le périmètre d'accord avec le temps que vous avez. Si c'est un gros périmètre, effectivement, ça va être difficile. Ça peut être plus compliqué, on est d'accord. Une chose, en tout cas, faites remonter ce genre de complexité, de difficulté que vous avez, ça vous permettra aussi de nous adapter, de nous ajuster. S'il faut rajouter 15 jours, on rajoutera 15 jours. Si vous êtes nombreux à nous dire, non, écoutez, en termes de faisabilité, avant le 15 mars, ça paraît compliqué. Non, mais voilà, pas que ce soit un frein à ce moment-là. Faites-nous remonter. On a mis nos coordonnées, on vous les montrer juste après. Faites-nous vraiment remonter ces difficultés et on ajustera le calendrier. L'idée, c'est que vous soyez
bien sûr les plus nombreux à participer, mais c'est pas tant pour nous, même si on a des objectifs régionaux, mais c'est vraiment pour vous, pour travailler au sein de notre structure. Hein, c'est ça les objectifs premiers, on ne va pas se mentir. Donc il faut que ce soit faisable, réalisable, que ça vous apporte pour vous. Donc faites remonter et on ajustera. Et du coup, j'avais pensé à quelque chose qui est parti, mais ça reviendra. Ouais, oh là 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 là, ça reviendra. Ah, c'est pas possible, ça reviendra, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais? Hop, et bien écoutez, on avance. Ça avance. Non, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Vraiment qu'on rachète un clavier. Ouais, parce que là, si on est. Ah, ça y est, oui. Alors, l'accompagnement en région. Alors, déjà, voilà, exactement, pour rebondir. Bien entendu, donc on est à votre disposition. Hein. Surtout, n'hésitez pas, par mail, par téléphone, voilà, à nous joindre. Si vous avez des questions quelconques voilà, sur cette campagne, comme d'habitude, on est joignable, on vous répond. Et encore une fois, s'il faut ajuster la date de fin, on en reparlera. Voilà, c'est pas fermé. Donc voilà pour la campagne. Ensuite, en lien, alors pas vraiment avec la campagne, mais en tout cas en lien direct avec la thématique, le CK organise 2 ateliers autour de la bientraitance en EHPAD, vous voyez, qui s'intitule « Comment déployer une démarche dans ma structure ». Donc, le premier arrive très bientôt à Langon la semaine prochaine, le second à Champniers, donc dans Charente, dans le 7 décembre, voilà, j'y arrive. Il reste quelques places, alors vraiment pas beaucoup. En tout cas, sur le principe, il faut absolument vous inscrire en binôme à ces ateliers pour travailler, à identifier les situations et les pratiques liées à la bientraitance en EHPAD, approcher les concepts, identifier les ressources disponibles pour mener une démarche collective au sein de votre structure. Donc, pour l'instant, ces premiers ateliers sont vraiment à destination des EHPAD uniquement. Alors, certains vont peut-être râler, mais pas d'inquiétude. Il y aura de nouveaux ateliers qui seront proposés l'année prochaine, notamment probablement pour le secteur du handicap. Parce que voilà, il fallait bien commencer par un secteur et l'idée, c'est de travailler vraiment autour de situations à risque. Et c'est pour cela qu'on a volontairement dissocié les secteurs. Vous retrouvez le programme de ces ateliers et les modalités d'inscription donc sur notre site. Juste ayez bien la connaissance qu'il va y avoir de la mise en situation dans ces ateliers et c'est aussi tout l'intérêt de participer à ces ateliers. Donc c'est vraiment de travailler autour d'une situation qui a été filmée, travailler avec un partenaire qui vous sera présenté lors de cette journée, évidemment des apports théoriques et puis de vous faire connaître un certain nombre d'outils que vous pourrez utiliser en suivant après auprès de vos équipes. Donc, pour essayer justement de parler de bientraitance autrement avec vos professionnels. Donc, d'où l'intérêt aussi de venir en binôme absolument à ces ateliers. Et donc, ça, c'est bien précisé sur notre site. Ce qui est préconisé, c'est un membre de l'encadrement de la structure et un professionnel référent, ou en tout cas identifié pour jouer un rôle dans la promotion de la bientraitance dans l'EHPAD. Donc, vraiment, venir en binôme, ça fait partie des prérequis de l'inscription aux ateliers. Donc, encore une fois, il reste quelques places je crois que c'est pour 3 binômes sur Langon et 2 sur Champniers. Donc, vraiment, voilà. N'hésitez pas, je pense que ça va vraiment être, ça devrait être chouette comme atelier et vous apporter du pratico-pratique encore une fois. Et voilà, je pense qu'on est. Puis après, je vous ai mis les dates, on vous a mis les dates de nos prochaines formations que vous connaissez probablement. Peut-être, oui, revenir sur d'autres questions qu'on avait reçues. Alors,
Quels moyens vont disposer les établissements pour lancer cette campagne? Je pense qu'on vous a présenté beaucoup de choses, notamment tout ce qui est outils, de communication, etc., qui sont à votre disposition, les 3 questionnaires. Donc, ces fameuses explications de ces regards croisés pour bien démontrer que tout le monde dans les structures concernées va être mobilisé. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens qui étaient visés. Si oui, n'hésitez pas, si la personne se reconnaît, qui a posé la question se reconnaît, n'hésitez pas à compléter votre question si on n'y a pas répondu. Ah oui, alors il y a effectivement quelqu'un qui s'est inscrit au webinaire et qui n'est pas de notre région. Alors je suis désolée, mais la campagne va être ouverte à une structure de la région Nouvelle-Aquitaine pour ce qui nous concerne. Alors adhérents et non adhérents, c'est vrai que ça on ne l'a pas précisé, mais comme toutes nos campagnes régionales, en règle générale, elles sont ouvertes aux établissements, qu'ils soient adhérents ou non du CK. Donc surtout, voilà. Mais effectivement, pour cette personne qui est d'une autre SRA, d'une autre région, et qui ne fait pas partie des 2 autres régions qui sont aussi lancées dans la thématique, je suis désolée, on ne pourra pas lui faire bénéficier des outils. Donc, vraiment désolée, mais ça n'est pas possible. On a une question autour de comment animer une sensibilisation des professionnels à la bientraitance. Alors j'ai envie de vous dire que de participer à l'enquête, ça peut être une première approche, parce que derrière, à la fois on se questionne quand on répond au questionnaire, c'est de le dire, et puis après il y aura toutes les sessions de restitution des résultats qui vont probablement ouvrir sur d'autres choses, voilà, d'autres actions et peut-être des séances de travail sur de nouveaux outils ou une formation ou je ne sais quoi. En tout cas, ça peut être une première approche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, enfin, moi, comme réponse tout de suite, et la plus simple des réponses, enfin, des choses à mettre en place, ce serait d'organiser une rencontre avec tous ceux qui sont intéressés par le thème, hein, et voilà, un échange autour de cette thématique, cette notion, de ce concept de la bientraitance. C'est la première chose qu'il faudrait. Voilà. C'est une façon de se sensibiliser. Alors, personne n'a de... Voilà, à moins que vous invitiez quelqu'un qui vraiment va parler de façon très beaucoup de savoir sur ce thème-là, mais personne n'a vraiment la connaissance totale sur des réponses toutes faites sur ça. Hein, voilà. Donc, première chose à faire, je pense, c'est organiser une rencontre et puis d'en parler, de mettre ça sur la table et puis voilà. Sachant que non, mais complètement. Et sachant que dans le diaporama qu'on vous met à disposition pour présenter la campagne, il y a déjà effectivement quelques définitions de la bientraitance. Donc c'est déjà un premier moyen, comme tu le disais très justement. On doit déjà se dire, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça nous parle, ces définitions? Nous, pour nous, qu'est-ce que c'est? Pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Voilà, c'est un moyen, avant de présenter la campagne, peut-être c'est déjà un moyen, comme tu le disais, d'échanger. Puis inviter des patients ou des résidents. Mais clairement, bien sûr. Ah, mais oui, mais clairement, bien sûr. Avant de se lancer vraiment, je dirais, dans les documents HAS et tout ça, qui sont, bon, pour la plupart, en tout cas, je considère très pas digeste, quoi. Pas forcément, quoi, parce que bon. C'est-à-dire ne peut pas donner les documents HAS tels quels sans accompagnement professionnel. Non, pas les donner, mais c'est déjà d'attraper quelque chose par là. De les approprier et de voir qu'est-ce qu'on peut en sortir pour échanger avec les professionnels. En tout cas, c'est vrai que ça se prépare et voilà. J'ai déjà des petites choses sur les PowerPoint que vous pouvez utiliser. Aura-t-on le support de présentation aujourd'hui par mail? Alors, pas par mail, mais vous allez, il est déjà disponible. Normalement, il a été chargé dans vous devez même pouvoir le télécharger là directement déjà, puisque vous êtes connecté. Logiquement, ça doit pouvoir vous proposer de le télécharger. Il est disponible déjà. Et de toute façon, il sera à nouveau mis sur notre site très rapidement. Ouais, voilà, c'est ça. Et construire une charte
Quelle méthodologie pour co-construire une charte de bientraitance tenant compte d'une approche systémique? Alors, comment vous dire? Venez participer à nos ateliers. Oui, déjà. Non, déjà, effectivement, ça va être un des points abordés. Alors, pas forcément comment construire. En tout cas, la charte de bientraitance, ça sera automatiquement abordée. Donc, ça peut être l'occasion de discuter avec le binôme du CK qui va animer chacun des ateliers et puis avec les participants, parce qu'on a la chance d'être quand même assez nombreux dans les deux groupes, donc d'échanger peut-être sur ce qui a été déjà fait ailleurs, et puis d'échanger sur comment ça pourrait être fait à votre tour dans votre établissement. Donc je pense que ça peut être une réponse. Moi, je pense que, enfin, encore une fois, c'est mon avis, que cette chose, ça doit être dynamique. Et alors, ne vous précipitez pas à écrire quelque chose, une charte, un protocole, et qui va être dans une armoire ou dans un cahier, je ne sais pas, et qui va être vite oublié. C'est de penser à quelque chose de dynamique qui, tout le temps, enfin, va être vivant, quoi. Et vivant, ça veut dire toujours présent, esprit, etc. Sinon, des chartes, des règlements, des machins comme ça, des protocoles, il y en a plein, les armoires, et finalement, ça, parce que c'est normal, hein, c'est normal. Ce qui compte, c'est ce qui se passe tous les jours. S'il y a des rencontres, des espaces où on peut parler, tout ça, c'est ça. Hein, je pense que une charte, je pense. C'est comme après, ça peut ponctuer le travail d'un groupe. Ça peut être une production d'un groupe, effectivement, voilà, mais c'est un peu dans le même esprit que ce qui a été fait à une époque et qui est régulièrement refait en ce moment autour de la charte d'incitation à la déclaration des événements désirables. Les premières versions ont été pondues un peu de manière peut-être un peu abrupte et là on voit bien les établissements reviennent dessus et on travaille avec des professionnels pour s'approprier vraiment la démarche, le sens de la démarche et du coup c'est le fruit de toutes ces réflexions qui permet d'aboutir à un document qui parle aux professionnels, qui ait du sens. Donc je pense que là on est exactement dans le même esprit, peut-être même encore plus, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a d'autres questions qui tombent? Pas forcément. Est-ce qu'on a répondu à tout? Oui, on a répondu à tout. Bon. Si vous avez des questions, d'autres questions, c'est encore le moment. C'est le moment. C'est maintenant que jamais. On a encore 20 bonnes minutes devant nous, donc surtout n'hésitez pas. Si ça n'était pas le cas, à ce moment-là, on clôturerait ce dernier webinaire de l'année pour le CK. Oui, enfin, je réfléchissais encore une fois à cette question de l'achat et à la bientraitance. Pour le coup, je me dis c'est comme si on essayait d'écrire quelque chose sur comment être humain. Voilà. C'est-à-dire que la bientraitance, ça me paraît être quand même quelque chose qui a tout d'un coup surgi des cartons parce que justement, dans le système, les choses se déshumanisent quand même un peu, quoi. Et donc du coup, il va bien falloir. En réponse, il n'y a pas de charte pour être humain. En tout cas, on sait qu'on peut perdre de vue ce que ça veut dire. Mais bon, on ne va pas le lire quelque part. Pour être humain, il faut. Non. Je pense que ça fait partie du même chose. La bientraitance, c'est quelque chose on a en nous, hein, voilà. Qu'il faut réactiver. Voilà. Oui, c'est ça. Réactiver, oui, ça me paraît être le bon verbe. Ouais. On est d'accord. Pour donner du sens, réactiver. Ouais. Alors, il y a des questions. Bonjour. Pour quelles raisons la santé mentale est exclue également de ce questionnaire? Je crois qu'on y a répondu tout à l'heure. Simplement, le questionnaire tel qu'il a été travaillé à ce jour n'est pas adapté en termes de questions qui sont posées au secteur de la santé mentale. Il y a une expérimentation chez nos collègues du Pays de la Loire, de Cagliari Santé, qui est en cours. Donc, on espère que dès que ça sera validé, on pourra vous le proposer. Il n'y a aucun problème. On communiquera sur le sujet. Et même en dehors de la période qu'on a définie aujourd'hui, on pourra vous proposer aux professionnels, au secteur de la santé mentale, ce questionnaire adapté sans souci. Mais aujourd'hui, tel que la méthode a été testée, les questionnaires ne sont pas adaptés. Donc, ça ne sert à rien de vous proposer quelque chose qui n'est pas adapté. Vous auriez des résultats
qui ne correspondrait à rien, voire qui serait contre-productif, et on en tirait l'exact contraire de l'objectif attendu. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là, mais ça ne devrait pas tarder, on espère. Je suis sur le site et je ne vois pas où revoir le diaporama et le questionnaire. Alors, le questionnaire, c'est logique. C'est logique, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, on vous l'a dit, c'est quand vous vous inscrivez qu'effectivement, vous pouvez avoir accès aux outils. Et le diaporama, pas encore. Et le diaporama, non, il sera sur le site, mais ça, il n'y est pas encore, puisqu'on est encore en train de faire un webinaire. En revanche, je suis en train de regarder parce que via la plateforme, vous devriez pouvoir télécharger, je vérifie. Oui, vous pouvez, quand vous avez l'onglet questions à votre disposition, vous avez un onglet documents à distribuer. Et si vous cliquez là-dedans, vous avez le diaporama que nous sommes en train de vous projeter. Il est disponible, je le vois là. Je ne peux pas vous le montrer, je suis désolée, mais je n'ai pas cette possibilité. Mais vous pouvez, sous l'onglet questions, vous avez encore une fois l'onglet documents à distribuer et vous avez déjà la présentation que vous pouvez télécharger. Voilà. Ok, super, parfait. Et il sera sur le site très rapidement. Voilà. Et donc, j'ai en direct live, encore une fois, notre responsable de communication qui dit « Je vais faire une actu sur le site avec le lien vers le replay et vers le support et ça sera accessible dès notre page d'accueil. Vous connectez sur le CK, vous aurez l'actu, vous aurez accès à tout. » Merci Anne. Voilà. Merci, Anne. Alors, une question d'une autre personne. Est-ce que cette enquête va nous permettre d'alimenter notre PAX, à savoir identifier des axes d'amélioration? Ah mais oui, alors ça on l'a évoqué tout à l'heure, évidemment, encore une fois, c'est ce que on le souhaite. Ah oui, alors nous c'est vraiment, on a insisté tout à l'heure, faire une enquête pour avoir des chiffres, ça n'a aucun intérêt. Avoir les chiffres, ça permet justement de mener une réflexion pour identifier des actions d'amélioration. C'est ça la finalité. Hein. Si c'est juste pour avoir des chiffres, donc oui, vraiment. On le souhaite pour vous, oui. C'est sûr, mais on le souhaite aussi pour nous, parce que c'est cas, pour le dire, hein, on a assez peu de retours sur ce qui se passe après toutes ces campagnes et ces enquêtes. Qu'est-ce qui se passe dans les établissements, quelles améliorations finalement. Et ça, avec Véro, on se dit qu'il va falloir qu'on suive ça quand même de plus près et qu'on ait des éléments à présenter. Qu'est-ce que ça a finalement un impact de tout ça? Il va falloir qu'on vous questionne aussi à l'issue de cette campagne, après un certain temps, quoi, pour qu'on obtienne aussi de l'info par rapport à ce qui s'est passé pour vous. Ça va, nous aider effectivement à connaître ce qui se passe chez vous, j'ai envie de dire, et puis deux, ça nous permet aussi de recueillir vos besoins en accompagnement, parce que peut-être qu'on va pouvoir, sur certains sujets, vous aider. Je sais pas s'il y a besoin d'un nouvel outil, d'une formation quelconque, d'un nouveau webinaire, j'en sais rien, mais en tout cas, d'identifier avec vous vos besoins d'accompagnement par votre SRA. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider sur ce sujet? Au-delà, alors ces ateliers, c'est déjà un très bon point de départ. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à récupérer, mais peut-être que vous aurez besoin d'autres choses une fois justement vous aurez identifié vos actions. Donc l'idée, ça sera vraiment de revenir vers vous selon des modalités qu'il faut qu'on réfléchisse nous. En tout cas, qu'on vous laisse le temps, encore une fois, de mener bien entendu vos évaluations, d'analyser vos résultats, de faire vos restitutions, d'identifier vos actions d'amélioration. Donc, vous voyez, ça nous porte clairement au deuxième semestre, tranquillement, 2024. On ne reviendra pas vers vous avant, il faut qu'on vous laisse le temps de digérer tout cela et ensuite, on verra comment on peut vous accompagner. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez dans l'intervalle, nous faire remonter des choses. Encore une fois, on est à votre disposition. Pas d'autres questions pour l'instant. On ne voit rien d'autre. Pas d'autres questions? En tout cas, pas dans le... Ouais.
Bon, en tout cas, encore une fois, je me répète, mais on est vraiment à votre disposition. Donc, si vous avez la moindre question, si vous avez un doute, si vous posez une question par rapport à la méthodologie, sur comment déployer dans vos établissements, etc., etc., n'hésitez pas à nous contacter, même en amont. Vous posez des questions, j'y vais pas, appelez-nous. Appelez-nous, on peut échanger sur le sujet, un peu comme on l'a fait sur la dernière campagne concernant la culture de sécurité en établissement de santé. Enfin voilà, on a des établissements qui nous ont contactés en amont parce qu'ils hésitaient un petit peu sur on y va ou on n'y va pas, sur les périmètres aussi. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter et on peut en échanger, tout à fait prendre du temps pour échanger avec vous. Si ça peut vous aider, on est là pour ça, bien entendu. Bon. Très bien. Bah, écoutez, a priori, on ne voit pas d'autres questions arriver. Donc, on va se quitter. On va se quitter, c'est ça. On va clôturer ce webinaire. On vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre participation. Encore une fois, le webinaire sera en ligne au plus tard lundi, j'imagine. Donc vraiment, n'hésitez pas à le voir en replay, à venir consulter le document et puis à nous contacter si vous avez d'autres questions. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end à venir et à bientôt. À bientôt et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah non, merci.